On les appelle les taggers. La nuit, ils rasent les murs équipés de feutres ou de bombes à peinture. Ils affectionnent les wagons du métro. Ce ne sont plus des graffitis, disent les amateurs, c'est de l'art brut. Quelques groupes de taggers en quête de notoriété. Non seulement ils défigurent le paysage, mais en plus ils filment leurs actions et font circuler les cassettes entre bandes organisées. Un collectif de graffeurs organise le premier festival international du graffiti. Les peintres ont pour mission d'exercer en public leur art et de peindre un mur à leur façon. Tu débouches sur une place avec quelques cafés. Du moins, tu en vois les enseignes puisque c'est dimanche et tout est fermé. Un ami t'a dit que c'est le quartier où il y a le plus de fresques et t'avais envie d'aller voir ça de tes propres yeux. En passant à côté du bouchon catalan, tu vois la première. Une espèce de grosse grenouille tout droit sortie d'un conte te regarde. Tu continues de longer la rue et tu comprends mieux ce que t'avait dit ton ami. Des pochoirs, des collages, des mosaïques, il y en a pour tous les goûts. Même si c'est bien du street art qui est représenté et pas tant du graffiti. Quand même, tu te dis que ça embellit un quartier toutes ces œuvres. Est-ce que finalement on ne devrait pas faire ça partout ? Ou est-ce que ça deviendrait tellement commun qu'on se lasserait ? C'est sur ces réflexions que tu continues ta petite marche. Tu finis par tourner à droite pour tomber sur un autre grand mur peint représentant une femme. Son regard te transperce. Tes questions continuent de fuser. Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant d'œuvres dans ce quartier ? Tu tournes à gauche. Et quoi de plus surprenant qu'une nouvelle peinture ? Celle-là, elle est immense et elle recouvre la façade d'un immeuble qui a l'air plutôt neuf. Un jeune enfant est représenté en noir et blanc. Il porte un béret, une marinière et une salopette. On dirait qu'il vient d'un autre temps. Il regarde ses mains, de la lumière s'en émane. Dit comme ça, l'image a l'air nette. Mais en réalité, il y a un côté miroir brisé et l'enfant est fragmenté. Des grandes bandes de peinture traversent le dessin, du noir, du gris, du blanc, du beige, et une couleur plutôt ocre qui tire un peu sur le orange. C'est ça qui fait toute la lumière. L'œuvre est ce qu'on pourrait appeler monumentale. Tu la regardes, longtemps, la signature, Al. Bonjour à tous, vous êtes dans Murmure, une émission dédiée au street art et au graffiti montpelliérain sur Radio Clapas 93.5. Aujourd'hui, j'accueille Al, un artiste qui peint les trucs en grand. J'ai beaucoup de choses à lui demander, donc on va faire une émission en 2 parties. Et là, c'est la première partie. Salut Al. Salut. Bon, comme d'habitude, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Ok, je m'appelle Al, j'ai 35 ans. Je suis originaire de Basse-Normandie, à Saint-Lô. Et ça va faire une bonne douzaine d'années que je suis maintenant à Montpellier, où je pratique la peinture en grande partie, à côté d'autres types de projets. Tu as quand même commencé par le collage. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, parce que tu t'appelais Al Sticking avant, comment t'es passé de Al Sticking à Al ? Par le changement de médium, en fait. C'est vrai que j'ai commencé par la pratique du collage, mais on peut même remonter avant ça. En fait, il y a différents types de choses qui m'ont lié à l'espace public et qui m'ont amené, en effet, dans les années 2000, à pratiquer le collage avec mes photographies. Et à partir de 2011, c'est là où j'ai choisi de personnaliser un petit peu plus mes travaux et de m'orienter vers la peinture. Voilà. Et qui m'a permis de la faire évoluer encore aujourd'hui et de présenter ce que tu as pu voir justement Quartier de la Méditerranée. Mais pourquoi justement tu as eu envie de passer à la peinture ? C'est le collage, ça te suffisait plus ? Ouais, je pense que c'est intéressant d'être en constante évolution. Puis il y avait aussi une sorte de frustration de présenter uniquement des pixels d'encre tout tonnerre sur du papier blanc. Ça manquait un petit peu de personnalité. Ça m'a permis quand même de me concentrer pendant de nombreuses années sur le fond de ce que je voulais présenter, de travailler les différents messages, de raconter des histoires, de vraiment axer sur la narration mon travail. Et j'ai profité justement, je sais que tu en as parlé ici, d'avoir 2 personnalités de Montpellier à mes côtés en 2011, 2012 et début 2013, en la personne de Smolé Salamèche, qui eux pratiquent la peinture au spray, mais aussi avec d'autres types de peinture. Et donc, j'ai profité d'avoir un peu le matériel et puis les acolytes à côté pour passer un petit peu à la vitesse supérieure et préparer mes personnages en monochrome uniquement, en travaillant uniquement mes noirs sur le fond blanc du papier, où j'ai continué à coller quand même pendant un petit moment pour faire la transition, avant de passer au support directement, mural encore ou autre. Et pourquoi le grand format ? Parce que tu as toujours fait des trucs assez immenses, quoi. Ouais, je pense que c'est dû au fait que j'essaye de m'adapter à l'espace que j'investis. J'ai quand même préparé je sais pas ce qu'on peut appeler grand après, mais j'ai toujours essayé d'aller vers des choses au minimum de taille humaine.
quand je pratiquais le collage, donc c'était soit en reliant des feuilles entre elles ou en faisant des tirages un peu plus conséquents. Et puis après, je me suis intéressé à d'autres types de supports, et donc c'est vrai que c'est intéressant d'investir le format au complet, quoi, pour vraiment prendre place sur le mur et puis que ça puisse parler aux gens et puis ça mène une présence, ouais. Ouais. Et le noir et blanc? Bah, le noir et blanc, ouais, il est justement dû à cette époque de collage où à l'époque c'était quand même beaucoup plus pratique, économiquement parlant, Ok. de faire des tirages en A3 qui coûtaient même pas 20 centimes la feuille, qu'on reliait après. Et pareil pour les impressions sur des laits de 90 cm de large, qu'on tire sur des plans d'architecte, où pareil, j'avais réussi à avoir des tarifs super intéressants pour ces impressions-là. Et donc, bah, quand j'ai appris la peinture, c'est assez naturellement que je me suis tourné vers le monochrome, puis par le noir et blanc avec les niveaux de gris, comme on peut le découvrir aujourd'hui. Ok. Et je continue un tout petit peu sur le collage, après on passera plus à la peinture. Mais comment ça se passe un collage? Genre, c'est quoi toutes les étapes pour le réaliser? Bah, avant toute chose, c'est d'avoir quelque chose à dire. Moi, j'écris beaucoup avant toute création. Donc, je me fais soit des brainstorming ou je me fais des narrations et qui vont donner naissance à un schéma très basique, mais qui vont me donner une idée de ce que je veux mettre en place, avec quel type de personne, quel type d'accessoires, d'habits, de mise en scène. Et à partir de là, donc, je vais avoir mon personnage. Il faut que je trouve aussi la personne qui va prendre cette place-là. Donc ça peut être des proches, ça peut être des gens que je vais croiser dans la rue en me disant mais c'est cette personne-là qu'il me faut absolument. Et ensuite, je fais des prises de vue. Je faisais mes photos. Les photos, je les retravaillais sur des logiciels de retouche parce que pendant un bon moment, j'ai quand même appliqué ce filtre noir et blanc là, qui rend un aspect assez pochoir. Ouais. Et que tu as un petit peu un clin d'œil aussi aux anciens. Et une fois que le fichier est prêt, découpé en fonction du type de support sur lequel tu vas l'imprimer, en A4, en A3, sur les grandes laits de 90, et ben tu vas chez ton imprimeur, il te sort ça, tu passes à la découpe chez toi ou dans ton espace de travail, et ensuite bah, tu te rends sur le mur en question que tu avais repéré, sur lequel tu as adapté ton format, et tu vas poser bande par bande, comme un puzzle en fait, jusqu'à avoir le format complet, le personnage qui va apparaître sur le mur en question. Super. C'est une très belle description. Qu'est-ce qui t'a amené dans la rue, justement? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça dans l'espace public? Bah, la rue, moi, je la fréquente depuis que je suis tout petit. J'ai toujours trouvé beaucoup plus de choses et de richesses à l'extérieur que chez moi. Ça m'a beaucoup plus nourri. C'est une façon de se passer du temps avec les autres. Et puis, il y a aussi quand même un truc qui est assez primordial, je pense, dans mon évolution, c'est qu'assez jeune, je me suis mis à faire du roller, du roller qu'on peut appeler street, agressif, freestyle, enfin, il y a plusieurs dénominations pour ça. Et donc, c'est une pratique qui consiste à réutiliser le mobilier urbain en le déviant de son utilisation primaire, c'est-à-dire qu'un simple banc, une rampe d'escalier, des marches, un mur, peu importe, qui a une fonction primaire, on va lui donner une autre utilité, on va même lui donner une fonction artistique. Et je pense que ça, quand j'étais gamin, j'étais vraiment fan, quoi. Ça occupait tout mon temps, tout mon esprit. Et je passais mon temps, dans tous mes déplacements urbains, à regarder autour de moi et à voir comment je pourrais utiliser telle ou telle chose, en fait, quoi. Et puis on y retournait le week-end avec les potes et les rollers pour faire des sessions sur ces spots-là. Et je pense que c'est ce qui m'a bien ouvert les yeux et amené aussi un autre type de regard sur ce qui nous entoure et puis comment on peut se l'accaparer, lui donner un autre sens, une autre utilité. Donc l'espace public, il vient de là, quoi. Après, c'est la photo qui était liée avec le roller. Je m'étais blessé, je crois, j'avais 17 ou 18 piges et je pouvais plus pratiquer. Du coup, je me suis mis à pratiquer la photographie. Et en plus des sessions de roller que je faisais, enfin des photos de roller que je faisais, j'avais des photos que je faisais à côté et qui ont été mes premiers tirages en impression et illustration pour les premiers collages. Du coup, tu viens pas forcément du dessin, tu faisais plutôt de la photo. Ouais, complètement. Tu dessinais pas du tout. Non, je dessinais comme tout le monde quand j'étais petit, j'ai dû faire quelques aquarelles, quoi, mais comme beaucoup de gens, j'ai eu la bêtise de lâcher ça pendant mon adolescence. Et après, je traînais avec quelques potes qui mettaient 2-3 coups de bombe dans mon village. À l'époque, j'étais à Argelès-sur-Mer. Okay. Mais non, j'avais pas cette pratique-là. Mais du coup, c'est vrai que c'était une frustration. Et c'est vrai que la photographie m'a permis de venir vers ces pratiques-là urbaines sans avoir à avoir un bon trait de base, quoi. Mais du coup, tu as appris super vite parce qu'aujourd'hui, les peintures que tu fais, on dirait que tu as un sacré niveau de dessin derrière quand même. Je me définis pas du tout comme dessinateur ou illustrateur. Ouais. Peintre, oui,
mais je peux pas dessiner de tête ou à main nue, en fait. Ça, j'ai pas du tout cette qualité-là. Et non, j'ai eu une démarche d'apprentissage où je me suis aidé de pas mal d'outils techniques. Et encore aujourd'hui, même si j'ai des techniques qui me permettent de pas utiliser forcément de choses numériques, je peux pas faire comme quelque chose à main levée, quoi. Tu me demandes de dessiner quelque chose de beau là devant toi, je pourrais pas le faire, j'en suis pas capable. Du coup, comment ça se passe quand tu fais une fresque à la peinture aujourd'hui pour dessiner avec en plus le manque de recul, parce que quand tu es face à un mur, t'as pas forcément les proportions. Comment tu traces? Il y a plusieurs solutions. Pendant longtemps, moi, je me suis aidé, notamment quand j'ai commencé à passer à la peinture. J'utilisais des vieux projecteurs de classe, les gros trucs là, qui pèsent une blinde, pour travailler en atelier. Après, j'ai réussi à m'équiper d'un tout petit pico-projecteur pour pouvoir projeter un peu où je voulais, mais ça limite aussi en termes de batterie, de format ou quoi. Donc ça m'a aidé en même temps, moi, à faire juste les 2-3 points principaux du personnage pour pouvoir le retrouver avec mon visuel imprimé à côté ou sur mon téléphone. Et maintenant, j'arrive à travailler uniquement en quadrillage, donc aussi une technique ancestrale pour pouvoir reproduire un visuel à plus grande échelle. Ok, et le quadrillage, tu le traces avec une corde ou tu le fais à la craie ou... Ça dépend, en fait, j'ai mon mètre, j'ai aussi mon petit fil bleu pour pouvoir tracer mes petits carrés. Et ouais, je m'adapte en fait à ce que j'ai sous la main et c'est pas bien compliqué, mais ça aide énormément, ouais. Ok. Et la murale dont on a parlé en introduction, là, qui est au quartier de la Méditerranée, comment ça s'est fait, ce projet ? Alors ça, c'est une démarche qui est venue de plusieurs personnes. Donc... Il y a une grande dame qui permet justement dans ce quartier-là qu'il y ait des grandes choses qui soient mises en place, qui invite certains artistes, ou qui les met du moins en relation avec des personnes qui ont des murs par là-bas, et qui avait entendu parler d'un grand projet qui devait se mettre en place, d'une résidence immobilière avec une immense façade aveugle. Et du coup, elle a pas mal poussé derrière pour qu'il puisse être mis, pour qu'on puisse mettre quelque chose en place sur ce bâtiment-là. C'était un petit peu dommage d'avoir cet espace-là non investi, surtout dans ce quartier. Et puis à côté de ça, il y a aussi l'architecte du bâtiment qui a pas mal poussé en ce sens et qui est venu vers moi pour me proposer aussi le projet. Et ensuite, évidemment, le promoteur qui, lui, est allé dans ce sens-là, qui travaille de temps en temps avec d'autres artistes. Et donc, tout ce monde-là a fait que j'ai pu me rapprocher de ce projet, et puis faire différentes propositions, faire la validation auprès de l'ABF, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi à Montpellier sur des grands espaces comme ça, et puis aussi proche du centre. Et de fil en aiguille, on a pu arriver à mettre en place cette fresque. Ok. Et ça t'a pris combien de temps ? Je sais pas si à partir du début du projet jusqu'à la réalisation de la fresque. Ça dure bien 1 an et demi, je pense, un truc comme ça environ, parce qu'il y a les premières rencontres, on parle, on échange beaucoup, puis ça prend du temps un chantier, c'est pas du jour au lendemain, quoi. Puis il y a des petits retards des fois aussi qui font que on doit s'adapter et mettre en place un nouveau planning. Et puis moi j'aime bien travailler sur ce type de projet parce que tu arrives à la fin du travail des ouvriers, ou alors tu as ceux qui sont sur la finition, quoi. Donc c'est vraiment une ambiance de chantier avec les gamelles le midi, ça braille, il y a de la musique, c'est vraiment vivant, t'es dans la poussière, tu t'adaptes un petit peu. J'aime bien travailler là-dessus, sur un grand échafaudage en plus. T'as pas le vertige ? Non, j'adore ça, au contraire. Et donc, 1 an et demi, un petit retour négatif de l'ABF, il a fallu se réadapter aussi. Et l'ABF, c'est Bâtiments de France. Architecte bâtisseur de France, Bâtiments de France, tout à fait. Et après, pour la création du projet, je pense que ça m'a pris 3 semaines, 2-3 semaines, un truc comme ça, pour mettre en place le projet, qui était assez conséquent. Pour le peindre, qui était assez conséquent. Et tout seul, puis il y a pas mal de vent, c'était en février, il me semble, donc un peu frisqué aussi. Mais ça va, ça l'a fait, c'est une belle aventure. Ok. Et elle a une histoire un petit peu, cette fresque, non ? Enfin, j'ai cru lire quelque part que ça représentait pas n'importe quoi. Non, comme à chaque fois, j'essaye de me documenter beaucoup, de me renseigner sur le patrimoine, sur l'histoire, sur ce que pouvait être ce lieu avant. Je suis rentré assez rapidement en contact avec un monsieur qui s'appelle Monsieur Mossière, il me semble, de tête, j'espère que j'exorche pas son nom, qui a créé une association qui s'appelle Mémoire pour l'avenir et qui consiste en fait à archiver, à mettre en avant et en valeur, à valoriser un petit peu ce qu'a été ce terrain-là avant, à savoir l'usine à gaz de Montpellier. Avant encore, c'était des maraîchers, mais ça a été une usine à gaz pendant très longtemps. Et ça a notamment permis à Montpellier d'avoir l'éclairage public dans ces rues sombres. C'était en 1838-1839. Alors ça n'a pas duré énormément de temps parce qu'il y a l'éclairage électrique qui est arrivé en 1888. Mais tout de même, c'est quand même une révolution assez notable pour un espace public et citadin
aussi important que Montpellier. Et puis, on se rend pas compte, on est habitué à appuyer sur un bouton, à avoir la lumière un peu partout. C'est sûr. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et du coup, c'est un hommage à toutes les personnes, tous les ouvriers qui ont pu travailler sur ce site-là. Et puis, en particulier, aux allumeurs de réverbères. C'était souvent des gamins qu'on envoyait dans la rue à la tombée de la nuit pour aller rallumer avec leurs perches. C'était pas des perches à selfie à l'époque, bien au contraire. Leurs petites perches enflammées pour pouvoir allumer une à une tous les réverbères de Montpellier. Parce qu'avant que ce soit le gaz, j'ai appris que c'était de l'huile d'olive. Alors ça, c'est assez particulier aussi. Ok. Ouais. Et du coup, voilà, ce personnage-là qui rend hommage à toutes ces personnes. Et puis, avec une petite touche poétique, une grosse touche poétique de la lumière en général, qu'on peut retrouver en effet dans ses mains, qui est répercutée par les différents éclats de miroir qui sont placés tout autour du mur. Et voilà. Ok, c'est super chouette. Merci. On va faire une toute petite pause musicale avec La Canaille. Le morceau s'appelle République. Je te côtoie depuis l'enfance, depuis le jour où je débarque en France. À l'époque j'avais confiance, t'étais celle que les bancs de l'école encensent. Les manuels semblaient tous unanimes, ta maxime avait toute mon estime. En 3 mots j'étais conquis, j'avais compris. Tu portais le cri que le peuple exprime. Légitime, bienveillante, généreuse, solidaire, accueillante. Que de vertus, que de compliments, ton bilan paraissait concluant. T'avais tué l'empire et les sangs bleus, fait des lois pour étrangler les temples. T'as fait trembler les grands, crever l'écran. T'étais celle qu'on érige en exemple. Répugnante république, répugnante république. Gueule de vache, gueule de flic, dis-moi pourquoi rester courtois. Tu n'as qu'un camp et bourgeois, dis-moi comment voter pour toi. Répugnante république, répugnante république. Avec toi le bâton n'a fait que changer de main. Je sais que je dois te dépasser si je veux chanter demain. Puis j'apprends les heures sombres de ton histoire, l'envers du décor de tes victoires. La mémoire chargée de sang t'a défendu l'étendue de ton territoire. J'apprends que derrière ta bonhomie se cache l'économie de tes colonies. Ah ça y va, ça ira, follow me. Quand le trône autochtone enrichit tes lobbies. J'apprends les barbouzes, la France-Afrique, la ronde des valises diplomatiques. J'apprends l'Indochine, j'apprends Papon, j'apprends Sétif et ton goût des canons. Soudain la candeur se dissipe, je me méfie de tes disciples. Tant de déni de crimes indicibles, soudain j'accuse et renie ton hémicycle. Répugnante république, répugnante république. Gueule de vache, gueule de flic, dis-moi pourquoi rester courtois. Tu n'as qu'un camp et bourgeois, dis-moi comment voter pour toi. Répugnante république, répugnante république. Avec toi le bâton n'a fait que changer de main. Je sais que je dois te dépasser si je veux chanter demain. Aujourd'hui tu n'es qu'un mythe, une relique, une supplique de plus pour Bigot. Un totem qui n'agite que les pourris, les brasseurs de vent et les bourricots. Langue chloroforme, langue de bois, tes phrases sont creuses, elles manquent de poids. Règne du faux débat, peste choléra, tes porte-voix me mettent hors de moi. La sécurité dans toutes tes bouches, la peur de l'autre chez le français de souche. Que de la haine sous toutes ses couches, s'entassent, s'écrasent les pauvres comme des mouches. Rétrograde, phallocrate, élitiste, raciste et mensongère. Ok, soyons clairs, si je t'insulte c'est volontaire. Répugnante république, répugnante république. Gueule de vache, gueule de flic, dis-moi pourquoi rester courtois. Tu n'as qu'un camp et bourgeois, dis-moi comment voter pour toi. Répugnante république, répugnante république. Avec toi le bâton n'a fait que changer de main. Je sais que je dois te dépasser si je veux chanter demain. Et on est de retour, vous êtes toujours sur Radio Clapas 93.5 dans l'émission Murmure et je suis avec Al en ce moment dans les studios. Alors je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont particulièrement inspiré ?
Le fait que j'ai pas eu d'apprentissage scolaire, c'est vrai que j'ai eu et j'ai encore de grosses lacunes pour tout ce qui va être histoire de l'art, les grands mouvements, etc. Mais après, c'est vrai que j'ai quand même été assez touché par des personnes comme Ernest Pignon-Ernest, par exemple, Ouais. évidemment. Mais après, par d'autres choses que j'ai pu découvrir à Montpellier aussi, par exemple Soulage, j'aime beaucoup son travail, la Ouais. façon de travailler ses textures. Et puis, La lumière. Ouais, évidemment. Mais après aussi, j'aime être influencé par d'autres domaines qui soient uniquement dans le petit milieu, c'est un grand milieu, mais dans le tiroir, on va dire, de l'art urbain, et d'aller chercher un petit peu des choses, je sais pas, dans le cirque, dans la musique, dans la danse, dans plein de domaines qui sont un petit peu en dehors de ça, quoi. C'est même souvent plus enrichissant. Et toi, t'as jamais fait de spray? Tu utilises vraiment la peinture ou si t'en as fait un peu quand même? Un tout petit peu, on s'est fait des petits challenges. Le mur du Jam, par exemple, Oui, à c'est vrai. Montpellier, il a été fait uniquement au spray. Alors, c'est pas ma plus belle Exact. pièce, mais elle a le mérite d'exister. Elle est pas mal quand même. L'ancienne façade de Parcours aussi avait été faite au spray. Puis je le travaille un petit peu, mais c'est juste en complément de certaines pièces. C'est pas du tout un élément ou un outil que je maîtrise. Je laisse ça à ceux qui la maîtrisent et ils sont nombreux ici. Et du coup, tu peins au rouleau quand tu fais des murales Ouais, avec ce que j'ai sous la main, pour les grands aplats, évidemment, ouais, ça va être du rouleau, du plus petit rouleau pour les espaces un peu plus confinés. Puis après, un travail de pinceau de chantier pour finaliser, amener les textures et le reste. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à vivre de ton art? C'est mon unique activité depuis 2009. Pas mal. Euh, Ça fait 10 ans, ça, quand même. Ouais, ça fait 10 ans cette année, ouais. Et est-ce que j'ai envie? Ouais, moi, je me contente de ça. Alors après, c'est vrai que la vie d'artiste, elle est quand même particulière parce que on n'a pas cette sécurité mensuelle d'un salaire fixe qui va tomber tous les mois. On a des projets qui tombent par moment, qui nous permettent des fois de nous mettre bien, mais ça veut dire aussi qu'on peut être plusieurs semaines, plusieurs mois sans rien qui tombe derrière. Donc, il faut être assez Économe. Ouais, économe. Il faut jongler un petit peu avec tout ça. Il faut être un petit peu comptable, ce qui n'est pas du tout mon genre. Et puis il faut être prêt aussi à se mettre en danger, quoi. Faut pas avoir peur du froid ou de la faim par moment. C'est pas tout le temps facile, mais moi je changerais pour rien au monde l'activité que j'ai aujourd'hui, quoi. Puis ça fonctionne, quand même. Ouais, c'est ça fonctionne. Ça permet de bouger, de voyager, de mettre en place des projets aussi au niveau personnel, pas attendre d'avoir des demandes ou des commandes. Et puis c'est super épanouissant, ouais. Est-ce que si on t'avait dit que t'allais être un artiste à 9 ans, c'est quelque chose que t'avais en tête ou absolument pas Non, pas du tout. Et même après 9 ans, quoi, quand tu vas avoir des conseillers d'orientation parce que t'es paumé et qu'on te demande de trouver une orientation à 15 piges, non, donc tu t'avances un petit peu dans la vie, dans les études, et puis tu sais, faut se remettre en question constamment. Et puis il y a des choses qui arrivent un petit peu comme ça quand on décide de mettre en avant ce qui nous plaît et de s'y consacrer. Mais ça a été une surprise, le fait qu'on s'intéresse à quelque chose que je faisais uniquement par loisir dans la rue, qu'on commence à t'inviter à des événements ou qu'on te donne un mini budget, ne serait-ce que pour être défrayé. Enfin, tu te dis, mais peut-être moyen de faire quelque chose avec ça, quoi. Ouais. Et au fur et à mesure, ouais, tu arrives à installer un petit peu quelque chose de plus stable. Et est-ce qu'il y a eu un moment déclic un peu où tu t'es dit, waouh, mais en fait, ça va marcher et je vais faire ça de ma vie, quoi? Surtout que tous les boulots que j'avais fait avant, ils me faisaient complètement chier, quoi, et que je m'y retrouvais pas dedans et que je voyais pas l'intérêt ni pourquoi je le faisais. Enfin, j'arrivais pas. Je demande un petit peu à qui ça profite, et c'était certainement pas à moi. Alors qu'à côté de ça, j'avais des choses qui étaient de loisirs à la base, mais qui étaient aussi des passions et vers lesquelles il y avait un intérêt au niveau du public et que c'était bien plus constructif et enrichissant pour tout un chacun. C'est un échange qui se crée, c'est des rencontres beaucoup, et puis surtout quand les gens viennent vers toi avec soit des bons retours ou des propositions aussi de projets. Et donc ça s'est mis en place un petit peu petit à petit et jusqu'à ce que tu te dises c'est bon, je vais prendre le risque de faire que ça maintenant. Il y a un projet en particulier qui a marqué ça ou absolument pas? C'était plus une évolution. Non, je pense que l'exposition Parcours, quand même, elle a été décisive, même si j'avais déjà fait le choix avant d'arrêter. C'était 2012, en fait. Je pense que c'est plus une année qui a été vraiment super importante. 2012, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu la première ZAT à laquelle j'ai participé, donc les zones artistiques temporaires, qui, dans la direction artistique, étaient mais étaient réalisées par Pascal Lebrun-Cordier. Un grand monsieur, là aussi, quelqu'un de très talentueux, très cultivé, très intelligent, qui a su mettre en place des belles éditions sur Montpellier. Et du coup, qui m'avait laissé carte blanche sur le quartier de la Fontaine à Celle-Neuve,
Donc là aussi, c'était avec un beau budget pour pouvoir mettre en place tout ça. Donc là, c'était une belle satisfaction, surtout qu'il y avait l'atelier parcours pour pouvoir mettre en place ça. Il y a eu les 9 mois de travaux acharnés au même moment pour mettre en place l'exposition parcours avec Small et Salamèche. Ça a été beaucoup de travail, ça a été beaucoup de découvertes, ça a été une belle surprise aussi au final. Et puis d'autres projets aussi en même temps, les Halles des Sacs avec les 2 portraits faits de part et d'autre. 2012 ça a été une année charnière, je pense. Ouais. Ok. Mais d'ailleurs, la ZAT dont tu parles, je pense que ça a été une des plus belles ZAT qui a jamais été faite. Enfin, moi, j'en ai un super souvenir. Ouais, c'est surtout les éditions de Pascal Lebrun-Cordier, quoi. Moi, je me rappelle de la Paillade aussi, qui avait été vraiment bien. Mais c'est vrai que celle neuve, c'était assez mémorable. Une belle prolifération artistique. C'est vrai. Est-ce que tu as un rêve d'artiste aujourd'hui, quelqu'un que tu rêves de rencontrer, un projet que tu rêves de faire, un mur que tu rêves de peindre ? J'aimerais, mon rêve, mais je le réalise chaque année, c'est avec le projet Vagabondage que j'ai mis en place depuis 2015, où je me déplace sur différents lieux et ça amène énormément de choses, vraiment. Et ça, je le concrétise chaque été quand je pars pendant 2-3 mois par rapport à ce projet-là. C'est un rêve éveillé. Donc j'espère qu'il va continuer encore longtemps et que je pourrai le mettre en place de manière annuelle jusqu'à très 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 longtemps. Ouais. On va en reparler après de Vagabondage dans la 2e émission. Je voulais savoir aussi, c'est quoi ta position avec Montpellier ? Maintenant, c'est ta ville de cœur, c'est là où tu comptes rester ou... Ouais, Montpellier, c'est je t'aime moi non plus, je crois. C'est là où... J'ai pas commencé ici, j'ai commencé à l'époque où j'étais en Basse-Normandie, mais c'est à Montpellier quand même qu'il y a pas mal de choses qu'on puisse mettre en place, où la plupart des projets sont nés. Et c'est une ville où je pratique quasiment plus d'actions vandales ou de choses dans la rue, parce que j'ai pas envie de participer à la foire de l'Office du tourisme de Montpellier. Et puis parce que j'ai eu pas mal de déceptions aussi en montant des projets institutionnels ici, où j'estime que y a pas c'est pas très égalitaire sur ce qu'on donne et ce qu'on peut recevoir. Après, ça c'est la grande problématique des politiques culturelles, où ils nous demandent beaucoup sans forcément donner la même derrière, quoi. Donc moi je suis autant content quand j'en pars de cette ville-là que quand j'y reviens. Ok. Et t'es en contact avec un peu les artistes toujours Salamèche, Small, tous les gens avec qui t'as pu produire à un moment de ta vie Je suis un peu un ermite, moi. Donc là, je me suis pas mal enfermé depuis ces 3 dernières années. Puis j'essaye je rencontre beaucoup de gens qui sont en dehors aussi des arts urbains et qui m'amènent beaucoup de choses. Donc c'est vrai que toute la scène montpelliéraine, c'est un petit milieu, donc on se connaît tous. On se croise des fois sur des événements, des vernissages. Il y a des bonnes équipes, il y a des choses super intéressantes qui se passent ici. Et du coup, les anciens, on les recroise aussi. Mais je monte pas trop de projets là avec les gens d'ici. Je te dis, j'ai tendance plus à vouloir partir pour créer des choses ailleurs. Ouais, plus sur les nouvelles rencontres que sur un travail avec ce qui a déjà été fait avant. Ok, ça marche. On va s'arrêter là pour la première partie. On va continuer de parler de tout ça la semaine prochaine, justement avec plus les projets Vagabondage. En attendant, Murmure, c'est diffusé tous les vendredis à 13h30, rediffusé le dimanche à 7h30, disponible en podcast sur le site de la radio. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine sur Radio Clapas.